Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Imperium Gallicum, où évidemment avant de commencer je tiens à faire un petit disclaimer, puisque ici nous ne faisons pas de politique, le but n'est pas d'offenser, le but n'est pas de faire l'apologie d'un monde alternatif, le but n'est pas de faire l'apologie de la moindre idéologie. Donc bienvenue dans ce nouveau scénario où nous allons nous demander qu'est-ce qui se serait passé si la France avait envahi l'Allemagne en 1933. Donc voici mon scénario chronique sur une Seconde Guerre mondiale et une guerre froide alternative. Nous allons commencer notre scénario en janvier 1933. Le parti des vilains, que nous ne citerons pas, n'arrivant pas à former une coalition, organise un coup d'État et assassine le président Hindenburg. Ho ho ho! Ainsi, le 4 janvier, dans un puissant élan nationaliste, certains supporters de milices peu contrôlées des SA franchissent le Rhin et tentent d'attaquer la Rhénanie, portée par un élan nationaliste, alors sous occupation française. Le 5 janvier, d'autres nationalistes allemands continuent, en réaction au refus de la France de vraiment réagir à ces incursions, et tentent de reprendre le Rhin. Sauf que, du coup, le 6 janvier, face à ce qui commence à devenir une invasion, et le haut commandement militaire, notamment sous l'influence de certains généraux ayant peur de l'Allemagne, pensant que cette dernière n'a pas été assez punie avec Versailles, pousse à la guerre contre l'Allemagne. Du coup, les troupes françaises stationnées dans l'est de la France ainsi que pour l'occupation de la Rhénanie franchissent le Rhin. Ici, nous avons imaginé par exemple à 16 ans. Ainsi, le 7 janvier, l'armée allemande s'effondre. Cette dernière est composée de 100 000 hommes, aidés de quelques milices faiblement armées, ne possède pas ou très peu d'aviation, n'a pas vraiment d'armement et doit affronter une armée française considérée à cette époque-là comme la plus puissante du monde. Dans le même temps, très mécontent de l'arrivée au pouvoir d'une junte dirigée par le Parti des vilains, les communistes, soutenus par Moscou et voyant l'invasion française, décident de se Viva la Révolution. Ainsi, le 8 janvier, c'est la débâcle allemande et la Bavière déclare son indépendance pour sortir de la guerre. L'avancée était irrésistible, inarrêtable. De Gaulle voyait au loin une ville. Sa moustache frémit. Il avait abandonné ses tanks pour diriger les camions. Les camions qui se dirigeaient très rapidement sur Berlin. Il arriva dans la ville. Il arriva devant la porte de Brandebourg. Là, les derniers fanatiques de l'Allemagne étaient là. La dernière ligne de défense. De Gaulle arriva. Ses camions, ses tanks détruisirent l'Allemagne. La porte de Brandebourg brûla. La chancellerie explosa. Un télégramme fut envoyé. Germania Delanda Est. Au passage, la Pologne en profite pour envahir une partie de la Saxe, voyant un affaiblissement de l'Allemagne et espérant ainsi reconquérir certaines terres. Ce, malgré les protestations diplomatiques anglaises. Le 9 janvier, aux alentours de 10h30, ainsi Berlin tombe. Le gouvernement allemand fuit en Prusse orientale, aidé par la Royal Navy, sous ce d'empêcher un effondrement total de l'Allemagne, souhaitant contrecarrer une influence française désormais plus présente en Europe centrale. Et le 10 janvier, le traité de la Weimar met fin à la débâcle allemande. Toute l'Allemagne, sauf la Saxe et la Prusse orientale, sont occupées par la France. La Saxe est annexée par la Pologne et le gouvernement allemand s'exile en Prusse orientale et est même forcé de demander aux Allemands d'arrêter de combattre les troupes françaises. Même si la situation de ce dernier gouvernement est précaire, du fait de la possibilité d'une invasion française et ou polonaise et ou lituanienne, qui en profitent pour réaffirmer leurs prétentions, et n'étant que faiblement défendus par la Grande-Bretagne, d'autant plus que également la possibilité d'un soulèvement communiste en Prusse orientale n'est pas à négliger.
En mars 1933, la France met en place son plan machiavélique de division de l'Allemagne en plusieurs États sous son influence, ainsi que d'annexion de la rive ouest du Rhin, afin d'établir ce que certains nationalistes français voyaient comme des frontières naturelles, et ce, malgré le traité de Weimar qui stipulait que la France devait établir un gouvernement provisoire allemand. Au passage, la France en profite pour franchir la frontière bavaroise, puisque la Bavière venait de tomber dans la guerre civile entre partisans de l'Allemagne, partisans du communisme indépendantiste, etc. Et que certains craignaient que cette dernière rejoigne l'Autriche et que cela crée une turbulence dans l'équilibre de puissance, puisque la Tchécoslovaquie, par exemple, craignait une potentielle union bavaroiso-autrichienne et menaçait ainsi d'envahir la Bavière. Si jamais cela arrivait, ce qui poussait la France à envahir la Bavière, parce qu'à ce moment-là, la France était évidemment sous l'influence de généraux nationalistes suite à la guerre, qui étaient auréolés de leur gloire. Mais à partir d'avril 1933, on voit une intensification des révoltes communistes allemandes, avec la deuxième révolution spartakiste, et devant l'embourbement de la situation, il y a des grèves qui se mettent en place en France, notamment sous l'impulsion des pacifistes, des socialistes et des communistes. Ainsi, en mai 1933, une insurrection éclate, ce qui amène à une prise de contrôle des militaires et à une dissolution temporaire de l'Assemblée. En juin 1933, l'armée française est en débâcle complet. Les militaires désertent, et cette dernière est expulsée du sud-ouest et du centre de la France. Mais les troupes les plus loyales étant en train d'occuper l'Allemagne restent sur place et continuent d'occuper cette dernière. On voit les premières dissensions apparaître entre révoltés, puisque désormais qu'ils sont en contrôle d'un territoire, ceux qui voulaient juste la démocratie et des communistes, c'est normal qu'ils s'entendent pas trop. Ensuite, en juillet 1933, le traité de Paris entérine la sécession d'une partie du territoire, puisque la junte militaire encore en Allemagne et dans l'est de la France décide de signer la paix avec une partie des révoltés dans l'espoir de pouvoir mater la rébellion dans le reste du pays en attendant, et ensuite évidemment de mater les révoltés avec qui ils ont signé un traité de paix. Donc du coup, ces révoltés-là décident de fonder une république technocratique et technologique à Paris. Dans le même temps, la Corse prend son indépendance, mais voit un exil massif des monarchistes en Corse, qui se révoltent évidemment contre les indépendantistes, ce qui amène à la guerre civile corse, qui tourne en faveur des monarchistes, puisqu'ils sont plus nombreux, en sachant que l'Angleterre décide d'intervenir en Bretagne et que l'URSS soutient les rebelles communistes en Occitanie. Le 30 juillet 1933, un traité de paix entre tous les partis est mis en place pour éviter une guerre mondiale. Donc la République française de Bretagne est créée sous influence britannique, la République populaire française d'Occitanie est créée et le Troisième Empire français est créé en Corse. Les colonies, quant à elles, même si elles ont accès à une plus grande autonomie, restent sous l'influence du gouvernement français, nommé État français, de sa junte militaire. En réalité, il n'y a même plus vraiment de gouvernement. Bien évidemment, quand je dis autonomie, c'est les administrations coloniales qui ont de l'autonomie, c'est pas les locaux. Parce que je verrais mal des militaires nationalistes des années 30 être bienveillants. Enfin, la fin de l'année 1933, la République technocratique et technologique française est renommée République de l'Enclave française et se concentre sur son développement technologique et économique sur le très long terme. Cette dernière adopte un mode de gouvernement de démocratie directe en décentralisant une partie du coup de son administration au niveau local, et la plupart des décisions sont malgré tout prises par des conseils d'experts, et ces derniers ainsi que les dirigeants ont une obligation de résultat, sinon ils doivent rembourser la différence. Par ailleurs, la plupart des industries dans cette dernière sont nationalisées dans le but de produire des biens de consommation afin de permettre un niveau de vie de la population, mais il est également intégré à la Constitution le fait que le long terme doit être pris en compte. Ainsi, c'est un gouvernement uniquement tourné vers le développement technologique qui est mis en place. Ensuite, une prise de pouvoir des socialistes a lieu en Occitanie, avec le retrait des soviétiques à cause de cela, notamment sous l'influence des Britanniques, même si les deux pays gardent des relations cordiales, parce que les soviétiques préfèrent évidemment un gouvernement socialiste plutôt qu'un gouvernement français nationaliste très fort qui reprend la partie sud de son pays. Même si des dissensions internes
apparaissent en Occitanie. En effet, certains fédéralistes souhaiteraient voir l'autonomie de la Provence ou de l'Aquitaine. Et évidemment l'Aquitaine qui est divisée entre les forces nationalistes et les forces socialistes. Enfin, une junte militaire nomme Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, forme un gouvernement nationaliste, créant ainsi l'État français et mettant fin définitivement à la Troisième République. Par ailleurs, l'Union franco-européenne est créée avec les États pro-français nés du démantèlement de l'Allemagne suite au traité de Weimar. Ensuite, entre 1934 et 1939, la France est petit à petit reconstruite de la période de troubles qu'elle venait ainsi de subir. L'État français mate de nombreuses révoltes coloniales. Soutenu de manière non officielle par les Occitans et les Soviétiques, et met en place un plan de 4 ans pour développer l'économie française. De plus, l'armée est réformée sous l'impulsion du nouvellement nommé général de Gaulle qui s'est illustré pendant la bataille d'Allemagne, ainsi que la guerre civile. Un subtil équilibre des puissances se met en place entre les différents acteurs en France, de sorte à ce qu'aucun ne puisse inventer une action sans devoir faire face à une coalition, même si chacun se proclame comme étant le véritable gouvernement. Même si certains traités ont été faits pour garantir que ces derniers reconnaissent l'existence des autres. Nous avons ainsi une situation similaire à celle de la Corée du Nord et du Sud dans notre réalité. Par ailleurs, une guerre civile en Espagne éclate entre nationalistes et républicains. Au Royaume-Uni, Édouard VIII abdique en faveur de George V pour épouser une femme mariée, ce qui était à l'époque illégal pour le roi d'Angleterre. Ceci a lieu en 1938 au lieu de 1936 dans notre réalité. En 1939, un traité de non-agression est signé entre les différentes entités françaises qui se reconnaissent désormais officiellement. L'État français, désormais réarmé, plutôt que d'envahir d'autres entités françaises, décide d'envahir le Benelux, alors peu défendu et peu armé. Ce dernier chute en 3 jours à la suite d'une guerre éclair. En décembre, c'est l'Autriche qui est envahie conjointement par l'État français et l'Italie. Et la France, l'État français et la Grande-Bretagne signent un traité de partage du monde. L'Angleterre reste neutre en Europe, mais préfère agrandir son empire colonial, soucieuse d'accroître ses ressources économiques et son prestige international. Car plus de colonies, cela veut dire plus de débouchés, plus de main-d'œuvre, plus de production, de valeur ajoutée qui va être produite dans ces colonies, qui va ainsi pouvoir être prise et répartie entre l'aristocratie ou pour faire plaisir à la population. Ce qui amène l'Angleterre à envahir la Perse afin d'intégrer sous protectorat le Raj britannique. Du fait également d'une peur d'une invasion soviétique, et évidemment dans le but de maintenir l'équilibre des puissances et de faire main basse sur de potentiels gisements pétroliers. Donc on voit également un exil des Pays-Bas aux Indes néerlandaises qui tombent sous influence américano-anglaise. Ces derniers sont donc armés et financés par ces deux dernières parties pour mater les révoltes coloniales ayant lieu sur place, et leur indépendance est garantie, notamment vis-à-vis de la France et du Japon, car le fait qu'une colonie européenne chute aux mains des Japonais ne serait pas tolérable, car cela créerait un précédent dangereux vis-à-vis de l'Angleterre, par exemple, qui ne le laisserait jamais faire. Ainsi, il y a une révision de la frontière entre la Malaisie britannique et les Indes orientales néerlandaises en échange de la protection britannique. Par ailleurs, les Indes occidentales néerlandaises sont annexées par la France. Enfin, l'enclave française s'enrichit en vendant du matériel militaire aux différents belligérants. En 1940, invasion de la Tchécoslovaquie avec le franchissement des forts des Sudètes, malgré le financement de ces derniers par le Royaume-Uni. Après cela, la Suisse est également envahie, car des généraux ambitieux, notamment dirigés par De Gaulle, souhaitaient ainsi faire main basse sur les réserves d'or, afin de continuer le développement économique de la France et de s'enrichir personnellement, évidemment. Après cela, une note est envoyée à l'ambassadeur du Danemark, l'appelant à ne pas résister face aux forces françaises l'envahissant. Enfin, l'Italie envahit la Yougoslavie. Malheureusement, cette invasion ne se passe pas très bien. En effet, l'Italie n'était pas prête, ce qui amène à une guerre civile en Italie, ce qui amène à une intervention française en Italie. Il y a donc une annexion du Piémont, la mise en place d'un gouvernement nostalgique de l'Empire romain et également de la République romaine en Italie, et
Venise et ses environs, qui deviennent indépendants. Cette concession a été faite afin de garantir la non-intervention des Britanniques qui menaçaient ainsi d'intervenir, afin de permettre la création d'un État neutre, ayant un très faible taux d'imposition, servant ainsi de refuge et pouvant commercer avec toutes les parties, permettant des enrichissements mutuels et des traités commerciaux juteux pour toutes les parties en présence. Même si cette dernière était forcée de céder à certaines des exigences françaises. Ensuite, il y a un second partage de l'Afrique entre la France et la Grande-Bretagne, avec la division des colonies belges, portugaises, espagnoles et italiennes, afin que chaque partie puisse s'occuper d'agrandir ses possessions et que ce dernier ne se combatte pas, car cela ne ferait qu'affaiblir leur position et permettre à d'autres entités comme les États-Unis ou l'Union soviétique, voire les indépendantistes, de prendre du territoire et donc de les affaiblir. Ainsi, ils ont décidé de partager l'Afrique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Donc du coup, l'enclave française arrive à enrichir de l'uranium acheté au Royaume-Uni. Il y a également un débarquement du Troisième Empire en Sardaigne pendant les troubles vis-à-vis de l'Italie, ce qui permet l'annexion de cette dernière. Évidemment, le Troisième Empire, c'est la Corse, qui est devenue le Troisième Empire à la suite de la victoire des monarchistes pendant la guerre civile. Donc ensuite, en 1941, le Libéria et l'Espagne sont envahis par la France. L'Espagne qui est alors dans une guerre civile entre républicains et nationalistes, qui était allée jusqu'à quasi cesser le feu, même si ces derniers continuaient de se combattre dans certaines montagnes du nord du pays. Mais la France arrive et récupère tout. Évidemment, cette dernière annexe la Catalogne, les Pays Basques et la Navarre, ainsi que l'Aragon, et établit un État fantoche dans le reste, évidemment membre de l'Union franco-européenne. Les États-Unis, soucieux de compenser la perte de partenaires majeurs sur le plan économique, même si évidemment ils commercent avec la France et l'Angleterre, décident d'envahir le Mexique, notamment poussés par leur corporation. En plus, il y a une course à une toute nouvelle bombe qui vient d'être inventée, ou plutôt qu'on vient d'imaginer, la bombe atomique. Donc l'Occitanie, la Bretagne et l'Angleterre arrivent, grâce à l'aide de l'enclave qui souhaite prévenir une invasion de l'État français, à enrichir de l'uranium. Évidemment, l'Angleterre a dû le faire par elle-même. Ensuite, il y a une invasion de l'Éthiopie par le Royaume-Uni et une révolte des Québécois qui prennent le contrôle du Canada, aidés par les Français et les Américains, soucieux de supprimer l'influence britannique d'Amérique du Nord. Pour les Français, évidemment, de créer un État qui leur sera favorable. Donc, fondation de la Fédération impériale pour mettre fin au Home Rule après le désastre canadien, car les Britanniques craignaient désormais la trahison de leur dominion. Et donc, cela revient à l'annexion des différents dominions britanniques. Mais cela nécessite une importante présence militaire anglaise durant un certain temps. Dégradation de la situation économique aux États-Unis, qui a du mal à se remettre de la Grande Dépression avec un taux de chômage qui commence à avoisiner les 50%. 1942, la France, le Royaume-Uni, l'enclave, l'Occitanie et la Bretagne deviennent des puissances nucléaires. La France et le Royaume-Uni stoppent leur conflit frontalier en Amérique qui se solde par une victoire française. Le Québec devient indépendant et la Guyane britannique est intégrée à la Guyane française. Le Royaume-Uni, soucieux de renforcer son contrôle sur l'Égypte et sur le canal de Suez, met fin à l'indépendance de l'Égypte et dépose la dynastie alors régnante et proclame Édouard VIII qui menaçait de faire un coup d'état avec certains généraux, pharaon d'Égypte et vassal de George V. Il y a par ailleurs la proclamation d'une nouvelle doctrine d'exploitation des colonies de la part de la France et de l'Angleterre, ce qui est évidemment très mal perçu par l'URSS, l'Occitanie et les États-Unis qui le dénoncent alors, et reçoivent même des délégations d'indépendantistes coloniaux. Il y a la création de chaînes de montagne automatisées dans la République de l'enclave française, ce qui permet une nouvelle révolution technologique et industrielle. Et il y a le début du programme nucléaire civil de l'enclave. Le gouvernement allemand en Prusse orientale envahit l'Uruguay. Ce dernier reçoit en effet ultimatum après ultimatum
lui enjoignant d'accepter une occupation tour à tour française ou polonaise, et craint ainsi que ces choses-là deviennent des réalités. Ainsi, l'Uruguay et la Namibie, comme dit plus tôt, sont envahis, et la Pologne récupère la Prusse orientale, soutenue par la France, qui souhaite faire disparaître la légitimité du gouvernement allemand de la Prusse orientale, pour qu'il arrête de revendiquer et de causer des troubles dans le reste de l'Allemagne. Ensuite, il y a une invasion de l'Est de la Pologne par l'URSS avant qu'une intervention française stoppe l'invasion. Donc cette annexion est acceptée en échange de la cession de la Crimée à la Société des Nations. Par ailleurs, à ce moment-là, la France avait encore beaucoup de troupes mobilisées pour bouter les Anglais hors d'Amérique, en échange également de compensations. Par ailleurs, la Corse devient une puissance nucléaire afin de garantir son indépendance. Et l'enclave achète une partie de la Guyane afin d'y mener à bien son programme spatial. En 1950, la Chine est envahie par la France, le Royaume-Uni et le Japon, soucieux d'accroître leur influence et de prévenir la montée en puissance d'un État potentiellement concurrent ayant une puissance démographique inimaginable. Ainsi, il y a le début également de l'équilibre de la terreur avec l'URSS et les États-Unis qui rejoignent le rang des puissances nucléaires, et le nombre d'ogives nucléaires possédées par chaque belligérant qui devient inimaginable avec la puissance des bombes nucléaires, en effet, qui devient croissant. Donc l'enclave à ce moment-là se met à créer une nouvelle arme de défense pour son armée de défense nationale de l'enclave, les mechas. Ce sont des robots géants pouvant être pour l'instant pilotés et ayant des armes très puissantes permettant de tirer. Donc pour l'instant, ils sont équipés de TNT, mais ils peuvent aussi être équipés d'armes bactériologiques, même si on pourrait facilement imaginer que plus tard, ces derniers soient équipés d'armes nucléaires, de lasers, etc. Afin de faire... En effet, on peut imaginer qu'un mecha puisse attaquer, harceler, encercler, détruire les lignes ennemies, perturber le ravitaillement, puisse lancer des attaques frontales sans être touché, puisque ce dernier serait protégé. Alors ce dernier pourrait être en acier ou dans des matériaux plus modernes qui viendraient ensuite. Les mechas pourraient également être équipés de lasers, de bombes nucléaires, de TNT, afin d'avoir une puissance de feu maximum et une capacité de destruction mobile, le tout avec évidemment un véhicule hautement mobile et hautement blindé. Donc plus tard, les mechas pourraient même être équipés de boucliers de force, mais pour l'instant, seule l'enclave là, et c'est vraiment dans ce scénario l'arme du combat du futur qui coûte très cher. Donc ensuite, il y a les divisions, comme dit plus tôt, du Siam, de l'actuelle Thaïlande dans notre réalité, entre la France et le Royaume-Uni. Même si le roi du Siam est autorisé à rester en place dans sa capitale, en tant que ville gérée par la Société des Nations. Mais cette dernière est en réalité évidemment divisée en la France et le Royaume-Uni également, dans les faits, et occupée par ces derniers. Donc la Corée se révolte et annexe une partie de la Mandchourie grâce à un révolutionnaire communiste, Kim Il-sung, et un soutien de l'URSS désireux d'affaiblir le Japon et de prévenir une colonisation de la Corée par les puissances coloniales, en créant ainsi une Corée forte. Ainsi, en 1951, le Japon, déjà ayant été forcé de faire certaines concessions en Chine en 1950 pour ne pas se faire envahir, et même de céder Taïwan à la France, est complètement envahi par la France, le Royaume-Uni et l'URSS, puis est divisé. De plus, les mouvements indépendantistes atteignent une nouvelle puissance jamais vue puisque une rébellion indépendantiste arrive à prendre la capitale des Indes britanniques, du Raj britannique, New Delhi, ce qui amène à l'utilisation de la bombe nucléaire et à la répression dans le sang des survivants, pourtant en train de développer des maladies ou de mourir dans d'atroces souffrances. En effet, le Royaume-Uni de cette réalité est très fortement nationaliste et souhaite garder son rang de première puissance mondiale, qu'elle a en réalité déjà perdu face à l'État français, et souhaite donc en aucun cas perdre son empire. Le gouvernement japonais s'exile en Chine, dans sa possession de Qingdao, avant d'être vaincu par l'URSS en Mandchourie, ce qui met fin à l'état du Manchukuo, ce qui force un repli dans cette petite péninsule, petite entre guillemets. Mais là, les scientifiques japonais, même s'ils n'ont pas réussi à voler les plans de l'enclave, arrivent à créer une arme
nouvelle en dehors de l'enclave dans le monde entier, les mécas, qui leur permettent de tenir face à l'armée rouge. Par ailleurs, des colons français mécontents du manque de démocratie en France partent en Antarctique fonder la République française d'Antarctique, également appelée la République d'Antarctique française. Mais malgré tout, cette dernière, ces expéditions coloniales sont soutenues par l'État français et le caractère neutre de ces colonies permet leur non-expulsion par des puissances telles que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Par ailleurs, la Corée du Sud est proclamée à Busan suite à une république indépendantiste, du coup anti-japonaise, suite à la défaite du Japon, même si cette dernière garde de très bonnes relations avec le gouvernement japonais en exil qui a accepté de se replier pour tenter du coup de défendre Qingdao. Par ailleurs, la Mongolie devient la toute dernière république soviétique, ainsi que la Mandchourie, qui fusionne avec la Mongolie. Et du coup, ces deux dernières rejoignent l'URSS. Donc dans les années 50 et 60, nous voyons une invasion de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud par les États-Unis, où la situation économique continue de se dégrader, déjà du fait du coup de ces guerres. En réalité, ces guerres ont été faites pour mobiliser la nation autour de quelque chose qui est censé prévenir une implosion, même si en réalité, comme dit plus tôt, le coup des guerres ne fait qu'aggraver la situation. Et le pays est en réalité divisé entre plusieurs grandes corporations qui obtiennent des monopoles. Le Québec devient une puissance nucléaire car ces dernières souhaitent se prévenir des ambitions impérialistes anglaises et américaines. Donc des rebelles nostalgiques de l'Empire Inca profitent de l'invasion américaine pour prendre le contrôle du Pérou, et l'économie de l'enclave se robotise avec une abondance de biens de consommation utopique qui arrivent sur le marché de ce dernier. Donc l'enclave envoie le premier robot, puis le premier homme sur la Lune, consécutivement en début et fin 1953. Par ailleurs, l'intranet est fondé à l'intérieur de l'enclave dans les années 1950. Enfin, l'Allemagne en exil devient une puissance nucléaire, je rappelle, en Namibie et en Uruguay. Par ailleurs, l'enclave isolationniste qui est en avance technologiquement, la France et le Royaume-Uni s'enrichissent grâce aux vastes ressources de leurs colonies. L'enclave évidemment s'enrichit grâce à son avance technologique, même si elle ne partage pas ces technologies. Et de plus, ces colonies sont de plus en plus nécessaires pour une industrie qui continue de s'étendre, aussi bien pour la main-d'œuvre que pour les ressources. Par ailleurs, la Grèce se nucléarise et conquiert les Balkans, avec la République de Venise qui annexe la côte de Yougoslave puis qui achète la Crète. La République de Venise réadopte son système de gouvernement d'autrefois, avec un doge, des familles marchandes patriciennes ayant des droits supplémentaires, etc. Par ailleurs, l'Empire romain d'Orient est proclamé par la Grèce, avec la mise en place d'un empire et d'un sénat de l'empire. La Turquie est partagée entre la Grèce, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'URSS. Enfin, l'Autriche sous influence française, dans les années 50 et 60, va profiter de toute cette instabilité pour former une alliance avec la Hongrie. Alors, l'Autriche était sous influence française, mais depuis son invasion et son occupation, mais en réalité, elle bénéficiait d'une très large autonomie. La France s'était presque repliée d'Autriche, notamment pour mobiliser la grande majorité de ses troupes face à de grandes puissances telles que l'URSS ou encore en Espagne, en Italie ou même en Pologne, puis surtout contre d'autres grandes puissances comme le Royaume-Uni. Donc l'Autriche fusionne avec la Hongrie, se dote de l'arme nucléaire et partage la Roumanie avec l'URSS. Donc l'Autriche annexe la Transylvanie et d'autres régions roumaines, et l'URSS fait du reste de la Roumanie une république soviétique. Donc cet État austro-hongrois ou confédération danubienne est culturellement influencé par la France et théoriquement son allié, mais dans les faits indépendant. Par ailleurs, ce qu'il reste de la Chine est unifié par Mao Zedong qui la nucléarise rapidement. Et en France, De Gaulle succède à Pétain à la tête de la France en tant que premier citoyen. Par ailleurs, une invasion du Portugal par la France permet la création d'une administration commune entre l'Espagne et le Portugal afin de former l'Union ibérique, un État fantôme de la France. Par ailleurs, la République démocratique de Corée se dote de l'arme nucléaire grâce à un effort technologique jamais vu.
Dans les années 70 et 80, nous voyons une invasion de l'île de Saint-Domingue par la France, qui a avancé le fait que ces dernières étaient occupées avant la Révolution française pour justifier son annexion, ainsi qu'une révolution anarcho-capitaliste à Cuba, notamment soutenue par les grandes compagnies américaines. Et ainsi, cette union anarcho-capitaliste cubaine va se nucléariser dans les années à venir. Le renversement de l'administration coloniale américaine en Amazonie, en Patagonie et au Brésil rabat les cartes en Amérique du Sud avec le traité de Rio, qui est donc désormais divisé entre l'Allemagne en exil, les États-Unis d'Amérique et la France. La Patagonie, le Pérou et l'Amazonie plutôt arrachent leur indépendance. La France acquiert le Panama, le Costa Rica, les anciens territoires de la vice-royauté de Grenade et une partie de l'Amazonie. Par ailleurs, l'Union franco-européenne se centralise. En effet, cette dernière se dote d'une monnaie unique. Il est désormais décrété que le président de la France sera le président de l'Union, nommé à vie premier citoyen de la République, non renversable, et évidemment qui base son pouvoir sur sa capacité à conserver la loyauté de l'armée et des gouverneurs. Donc, par ailleurs, c'est le Sénat qui dirige les affaires courantes de l'Union. Donc, il y a des tribuns de la plèbe qui sont élus par le peuple, afin que la voix du peuple soit entendue dans le Sénat. Donc, le Sénat de l'Union européenne sert alors de contre-pouvoir au président. En effet, ce dernier propose des lois que le Sénat accepte ou non. Et les membres du Sénat sont les chefs d'État des pays membres, renversables par le Sénat, les 50 plus grandes fortunes, les 50 gouverneurs de district, les 100 plus hauts gradés, et 200 personnes nommées à vie pour une durée limitée, enfin soit nommées à vie, soit nommées pour une durée limitée par le président de l'Union. Et enfin, 2 tribuns de la plèbe élus par le peuple. Donc l'Union franco-européenne est divisée alors dans notre scénario en 3 districts, les provinces métropolitaines, les districts coloniaux et les districts associés. Dans le même temps, le Québec signe un traité d'association avec l'Union franco-européenne mais reste dans les faits indépendante. Des satellites sont déployés dans l'espace et une base spatiale est mise en place par les grandes puissances mondiales. Par ailleurs, l'Autriche-Hongrie se démocratise et le Conseil de Régence est remplacé par un gouvernement plus démocratique. Dans le même temps, l'enclave commence à créer des colonies lunaires sous de grands dômes ou enterrés profondément sous terre, et commence ainsi l'exploitation des ressources de la Lune, l'installation des premiers colons et des premières usines, avec déjà, dans les années 70 et 80, l'apparition des premières colonies ayant une production. Le traité de paix spatiale permet la paix dans l'espace et le partage des points de Lagrange, même si l'enclave proclame que tout le territoire en dehors de l'orbite terrestre lui appartient. Par ailleurs, De Gaulle autorise la liberté d'expression dans les provinces métropolitaines des autres territoires de l'Union, considérés comme étant assez fidèles pour qu'une telle mesure soit prise. Ensuite, après sa mort en 1973, un nouveau princeps est nommé par le Sénat président de la France et de l'Union franco-européenne. Par ailleurs, le Danemark en exil au Groenland arrive à financer son programme nucléaire grâce à la vente de ressources découvertes au Groenland et arrive à se nucléariser et se réforme en République du Groenland, juste après l'invasion de l'Islande par le Royaume-Uni. Évidemment, le Royaume-Uni qui souhaitait ainsi faire main basse sur plus de ressources. Par ailleurs, la République populaire de Finlande, alors un état fantoche de l'URSS, est intégrée au sein de l'URSS et il y a une union des États scandinaves autour d'un super État païen nostalgique de l'ère viking, mais cet État est en fait plus une confédération de seigneurs de guerre qu'un véritable État stable, des seigneurs de guerre qui se battent pour le pouvoir, aidés par des États voisins. Et il y a des rumeurs qui disent que l'enclave aurait intrigué pour arriver à cet état de fait qu'aucune grande puissance ne puisse tirer parti de la Scandinavie et de ses ressources, ou que cela lui coûte trop cher pour pacifier le territoire, puisqu'il y a désormais des seigneurs de guerre habitués aux guerres des guérillas qui se partagent le territoire avec leurs armées personnelles, n'hésitant pas par ailleurs à lancer des opérations de pillage dans les territoires voisins, même si d'importants dispositifs frontaliers sont mis en place par l'Union franco-européenne et par l'URSS. La France va par ailleurs annexer directement en tant que province métropolitaine tous les États allemands sauf le Mecklembourg et la Saxe de l'Ouest. Enfin, nous sommes ainsi quelques années plus tard, en 1991, et les États-Unis s'effondrent.
Le gouvernement s'exile en Amérique du Sud. En effet, le peu de légitimité qui restait s'est complètement effondré. Ce dernier n'a plus les moyens de maintenir l'ordre et est obligé du coup de s'exiler dans ses colonies où il a encore quelques administrations militaires. Mais ce dernier arrive malgré tout à garder Porto Rico, les Philippines et une partie de l'Amérique du Sud. Donc à cause de cette implosion, la Californie déclare son indépendance et le Texas devient un État communiste après une rébellion anticorporatiste pour mettre fin à la domination des corporations qui avaient obtenu de la part de l'État américain des monopoles temporaires pour faire face à la faillite. Et ces derniers, par ailleurs, n'hésitaient pas à créer des manques sur le marché pour ensuite pouvoir vendre les prix relativement chers et facturer de nombreuses choses, telles que par exemple le droit de vivre ou le droit de respirer. Donc du coup, ça a provoqué une rébellion anticorporatiste au Texas, et le Québec annexe alors la Nouvelle-Angleterre et les États américains frontaliers, alors que la Louisiane devient indépendant et s'agrandit en annexant des États voisins. Même s'ils sont loin d'atteindre la taille de la Nouvelle-France d'avant la vente de Napoléon. Par ailleurs, le Québec, la Louisiane, l'Autriche-Hongrie, la Patagonie et la République française de Bretagne forment une alliance d'États démocratiques. Enfin, l'URSS ouvre son économie à l'économie de marché, même si de nombreux programmes de redistribution sociale sont maintenus. Et cette même année, tout comme dans notre réalité, l'URSS finit son développement dans le cadre de l'adoption d'une économie de marché, même si ici cette dernière n'impose pas du fait de la puissance de son empire. L'enclave quitte la Terre pour devenir le premier État totalement spatial, avec le départ du dernier convoi au départ de la Guyane vers la base spatiale numéro 385 lunaire, ce qui annonce donc le retrait total de l'enclave de la Terre. En effet, cette dernière est totalement autonome dans l'espace et craint que ses possessions terrestres puissent être facilement bombardées et décide donc de se replier de la Terre. Donc, dans le même temps, l'enclave durcit ses lois sur les IA pour éviter une révolte de ces derniers et doit écraser une révolte indépendantiste qui avait pris le contrôle de plusieurs des villes de Mars. Par ailleurs, le 14 juillet, des plans sont annoncés pour construire une sphère de Dyson autour de l'étoile de Proxima du Centaure, qui est atteinte par l'homme cette même année, même si cela reste pour l'instant qu'un rêve. Et le premier voyage transdimensionnel en fin d'année ouvre un nombre de possibilités infinies avec l'ouverture du ministère des Affaires dimensionnelles. Enfin, la Société des Nations met en garde le monde quant au réchauffement progressif de la Terre en milieu d'année, et des astronautes de l'État français et de l'Empire britannique vont en orbite autour de Vénus, et un plan de division supervisé par la Société des Nations est signé afin de diviser Vénus entre les grandes puissances de la Terre, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et même l'Empire socialiste chinois et certaines corporations américaines qui se lancent dans cette course à l'espace, même si cette dernière est dominée par l'enclave. Tous les États terrestres indépendants disposent alors de l'arme nucléaire et de certains mécas. Ce qui reste des États-Unis est racheté par les différentes corporations, évidemment en dehors du gouvernement en exil de certaines colonies, qui ont fusionné pour former une méga-corporation, WeCare. Voici donc une petite carte de la situation du monde le 3 juillet 1991, donc avant le retrait de l'enclave. Évidemment, je tiens à préciser que c'est un scénario fictionnel, ce n'est pas l'histoire, le but ici n'était pas de faire de la politique, juste de s'amuser un peu, d'imaginer un scénario sympa sur un monde alternatif. Voilà, l'idée n'est pas non plus de faire l'apologie de ce qui se passe dans ce scénario. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et donc pour ce scénario, l'idée de départ, c'est que je me suis souvenu de 1984 où il y avait de grands pays qui contrôlaient la totalité de la surface du monde. Du coup, je me suis dit tiens, je vais faire un scénario sympa avec comme finale d'arriver à une situation un peu similaire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est à ça que je suis arrivé. Donc voilà, donc c'est un scénario dans lequel les grands empires du 19e et du début du 20e siècle restent en place en utilisant l'arme nucléaire et de nouvelles percées technologiques pour essayer de se maintenir, le tout dans une guerre entre grandes puissances constamment larvées autour des marches de ces mêmes empires. Évidemment, je me suis amusé à rajouter tout un scénario avec certaines qui implosent,
avec voilà, des choses un petit peu marrantes, un peu de lore. J'espère que vous aurez aimé. A plus, c'était Imperium Gallicum, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.